Est-ce que tu peux nous te présenter? Oui, je me présente, je suis Monsieur Diagana Mamadou Youssouf, ex-officier de l'armée nationale, actuellement résident en France, issu des purges ethniques de 1987 à 1991 en Mauritanie, au sein de l'armée. Donc raconte-nous un peu ton enfance et Bon, mon enfance, c'est ce que j'ai vécu à Kaïdi. quand est-ce que tu es Je né? suis né le 25 juillet 1960 et j'ai fait toutes mes études primaires et secondaires à la ville de Kaïdi. Kaïdi est situé au sud de la Mauritanie, tout au long du fleuve Sénégal, environ à 400 km de Nouakchott, la capitale. C'est là-bas que j'ai vécu depuis ma naissance, en tout cas, jusqu'à ma classe de première. Et avant de venir à Nouakchott pour passer mon baccalauréat. Bon, à l'issue de ce baccalauréat, c'est à l'issue de ce baccalauréat que j'ai fait le concours des officiers de l'armée nationale. En ayant réussi avec succès à ce concours des officiers pour accéder à l'école militaire interarmes, j'ai été pour faire mon service militaire. D'accord. Ce qui m'a- Parlons un peu plus de ton enfance là. Les Diagana à Kaidi, Oui, c'est qui? les Diagana Kaidi, bon, vous savez que notre société est hiérarchisée, malheureusement hiérarchisée en plusieurs groupes ethniques, disons groupes. Parce que comme on appelle chez nous, il y a les nobles, il y a les Diagana, effectivement, c'est des notables de Kaidi. Bon, ils sont issus de cette société de marabouts. Donc la famille, pratiquement, c'est eux qui font prier la grande mosquée de Kaidi, les Diagana. Donc je suis issu de cette famille. Bon, ce qui veut dire, ne veut pas dire que je cautionne aujourd'hui cette manière de hiérarchisation de la société qui consiste à se scinder en esclaves, en forgerons, en ceci, ce qui fait que nous avons eu beaucoup de retard. Et je pense que notre militantisme aujourd'hui se doit de donner un nouveau souffle et à changer cette société, à cette manière de faire. Ok. Donc, je reviens sur ma jeunesse, si vous voulez bien, parce que je ne peux pas me démarquer de ce constat-là. Je peux revenir sur ma jeunesse. J'ai vécu à l'école primaire. Bon, ces bons souvenirs que vous voulez demander, c'était de bons souvenirs de bon voisinage entre le peuple. Bon voisinage parce qu'on avait les Peuls, on avait les Wolofs, on avait les Arabo-Berbères, on avait les Soninko. On vivait en toute harmonie. J'ai encore la nostalgie de ce fleuve où on se retrouvait au bord du fleuve de manière multicolore. J'ai encore la nostalgie de ce fleuve où dès qu'on finissait les écoles, on se pressait pour prendre nos chevaux, pour aller les faire boire, les abreuver. J'ai encore de ce fleuve où on avait la nostalgie de ce fleuve au bord duquel on faisait des jeux, où on jouait le ballon. J'ai encore la nostalgie de ce fleuve où quand il faisait chaud, on se rencontrait pour essayer de faire nos devoirs, pour lire avant les compositions ou les examens où on se rencontrait pour faire nos exercices. J'ai encore de ce bord du fleuve où on faisait des compétitions, même avec des pots de Gloria pour jouer à des coupes ou à des finales, etc., où on se brassait, où on se parlait, où on se côtoyait. J'ai encore de cette jeunesse où on arrivait à faire des journées artistiques, des journées culturelles, en parlant de nos langues, en faisant des poèmes, en faisant des danses traditionnelles. Donc aujourd'hui, cela me manque. C'est une jeunesse qui me manque beaucoup Ok. parce qu'elle était active et complète. Tu dis que les Diagana étaient les marabouts et toi tu étais où dans la fratrie? Tu étais l'aîné, le petit? Non, je n'étais pas l'aîné parce que vous savez qu'en Afrique, malheureusement, on ne peut pas se démarquer de cette famille nombreuse pour la simple raison que toutes les familles sont polygames. Je ne pouvais en aucun cas être le cadet ni même l'aîné parce que tout simplement mon père avoisine environ les 100 ans. Il a pratiquement un siècle. L'aîné de ma famille a environ 72 ans.
Alors, je suis loin d'être l'aîné. Donc ça fait combien de frères, combien de sœurs? Beaucoup. Je ne pourrais pas vous dire le nombre, mais on est beaucoup. Vous êtes beaucoup là. Oui, 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 on est beaucoup. Ok. Et donc, vous n'étiez pas destiné à être marabout, vous n'étiez pas destiné. Non, vous savez, on a embrassé deux cultures. Il faut dire franchement que notre époque se démarque de celle de nos papas. Il faut en tirer ce qui est bon dans cette culture traditionnelle que nous avons. Il faut en tirer tout ce qui est bien, mais aussi prendre ce que nous avons acquis de l'Occident. Parce qu'il faut pas, il faut savoir que le monde évolue. Le monde évolue. Bon, être issu de cette famille maraboutique, j'en tire beaucoup de bénéfices parce qu'il y a une rigueur dans l'éducation. On m'a incarné assez de morale, assez d'éthique, le respect des choix, la tolérance, le respect des autres, etc., etc. De l'autre côté, sur le plan occidental, on m'a incarné encore beaucoup de choses. Donc, ce qui veut dire que notre époque, c'est une rupture totale avec l'époque de nos parents. Nous sommes en tout cas ce qu'on appelle aujourd'hui des métissés culturels. Donc, je ne peux pas me situer tout simplement dans cette famille maraboutique, ni me situer seulement du côté de l'occidental. Je fais un mélange qui me permet aujourd'hui de sursauter, de faire évoluer ma société sur tous les plans. Mais tout en sachant que l'homme reste un homme, qu'il soit forgeron, qu'il soit marabout, qu'il soit ceci, un homme, on a tous les mêmes valeurs. Tu as fait l'école coranique? Oui, j'ai fait l'école coranique, oui. C'est une obligation parce que on se dit que combien de temps? vous savez, on cumule les deux. Je vais vous expliquer quelque chose de très important chez nous à Keidi notamment. On avait les deux écoles, l'école coranique et l'école française. L'école coranique, vous le faites le matin, entre 6h et 7h30 avant d'aller à l'école. Vite fait, vous revenez à la maison, vous prenez vos affaires scolaires et vous vous rendez à l'école. À midi, vous revenez. Naturellement, vous venez à midi. Vous allez à l'école coranique où, ce que je suis en train de vous raconter, d'abord aller faire ce qu'on appelle le service qui consistait à amener les chevaux au fleuve, à les faire boire, à faire ceci, à faire cela. Ensuite, vous allez au Coran. En tout cas, tout cela devrait se faire avant 15h, avant d'aller à l'école. Ce qui permettait d'assimiler aussi bien ces cours. On disait souvent qu'il fallait avoir au moins quelques versets de Coran. Sinon, tu ne peux pas être un bon musulman. Donc, avoir quelques versets de Coran, il en arrivait quelques élèves qui excellaient, qui pouvaient être mieux que même les gens qui ont passé leur vie dans la vie coranique. Il arrivait que quelques-uns soient excellemment brillants et qui continuent dans le côté coranique, sur le côté coranique. Mais on essayait de faire aller les deux choses. Si vous voyez que les gens se disent aujourd'hui qu'ils ont fait l'école coranique et en même temps l'école française, c'est comme ça que ça fonctionnait. Le peu de temps que vous avez, et le soir, j'ai oublié quelque chose d'extrêmement important. Donc, dans toutes les cours, ou dans toutes les madrasas où il y avait les chefs religieux, tels que notre famille, il y avait une petite ceinture en brique ou en rocher. La nuit, les élèves devraient se retrouver autour de cette lumière pour apprendre avec leur tablette leur verset de Coran. Et pour cela, il était obligatoire, c'est un impératif que chaque élève arrive avec quelques morceaux de bois pour qu'on puisse l'allumer autour de ce feu et pour que les gens puissent en tout cas lire à haute voix leur verset de Coran. Et il y avait une hiérarchisation. Le chef religieux ou le maître coranique, il est là. S'il n'est pas là, c'est qu'il délègue ceux qui sont en tout cas les aînés, ceux qui avaient les aînés, qui étaient avancés, plus avancés que les autres, qui pouvaient donner le cours, qui supervisaient ces cours. Donc ce qui veut dire que vous avez 3 fois par jour cette possibilité d'assimiler les versets de les ruminer, de telle sorte à rester en tout cas à la fois à l'école française et à l'école coranique. Donc voilà, c'était compatible et on le faisait quand même
malgré les contraires, malgré les travaux champêtres, les week-ends, malgré tout ce qui arrivait, on arrivait à concilier aussi bien l'utile à l'agréable. Mais le chef de l'école était quelqu'un de votre famille? Du fait que tout simplement c'est une longue tradition, ils héritent ça de père en fils, de grand-père à notre père, etc. Effectivement, ça se faisait comme ça. Donc, chez nous, notamment, il y a un grand-père qui s'occupe de cela, qui s'appelle Tijane Alpha Diagana actuellement. Donc, qui continue à enseigner les gens, en même temps à faire prier la mosquée. Et Kaidi, c'est connu comme un centre religieux aussi ou... Oui, c'est connu comme un centre religieux. Parce que ça brillait, Kaidi. Ça brillait, Kaidi, c'est un centre religieux, incontestablement. Et parmi les devoirs, vous deviez aller chercher un peu de mil et de maïs à droite et à gauche? Non, ce n'est pas le même cas. Parce qu'il y avait des gens, ce que vous appelez, on appelle ça les almoudos. Bon, il y avait des gens que les parents donnaient complètement à des maîtres coraniques, qu'on disait d'aller uniquement apprendre le Coran. Est-ce que vous voyez? Donc vous êtes, je ne dirais pas à la merci, parce que ça serait un mot un peu méchant, mais vous êtes quand même à la disposition de ce maître-là, qui quelquefois, non seulement il vous donne le savoir, mais vous aussi, en contrepartie, il faudrait bien que vous travailliez de telle sorte à subvenir aux besoins de la cour et des gens qui viennent et de vous-même. Donc pour cela, on vous apprend. C'est en quelque sorte aussi un apprentissage. Ça a des aspects négatifs, je dirais beaucoup de négatifs, mais en quelque sorte aussi, pour ceux qui le comprennent dans un autre sens, ça a un aspect positif. Apprendre à l'enfant, bon, l'enfant ici en Occident c'est méchant, c'est parce qu'un enfant on ne le laisse pas trick, mais apprendre à l'homme ou à l'individu, à l'adulte en tout cas, de se démerder, de bouger, est-ce que vous voyez, de savoir que la vie n'est pas facile. Est-ce que vous voyez, de savoir que la vie n'est pas facile, de comprendre que c'est comme ça qu'il faut qu'eux-mêmes ils sont passés pour devenir aujourd'hui des maîtres qu'ils sont. Une manière de dire qu'avant de devenir comme nous, il faudrait passer déjà par des échelons, il faut passer par phases, il faut commencer par manger, il faut commencer par aller cultiver, il faut commencer par chercher du bois. Bon, c'est vrai que dans tous les reportages qu'on a eu à voir, les gens montrent seulement l'aspect négatif en montrant des enfants, comment dirais-je, exploités. Parce qu'on se dit que les maîtres coraniques, ils s'enrichissent sur le dos des enfants, c'est de l'esclavage moderne et autres. Oui, quand on regarde sous cet angle-là, c'est vrai. Mais quand on regarde sous l'angle du système africain, avec la pauvreté, avec l'incarnation, quand on regarde dans son aspect culturel tout court, on se dirait que quelquefois, pour des maîtres qui sont honnêtes, ça a toujours été bénéfique pour ces enfants, parce que ça façonne leur personnalité, ça façonne leur manière d'être demain ou après-demain. Donc ces gens qui sont habitués à ce genre de système sont seulement qu'on appelle des élèves coraniques. Nous, notre cas était distinct parce qu'on était dans notre ville, confié à des membres de la famille. Est-ce que vous voyez? Confié à des membres de notre famille, où on faisait des va-et-vient, mais dans le cadre tout simplement d'avoir un minimum de connaissances qui nous permettrait tout simplement d'être des hommes, mais des hommes religieux, des hommes d'éthique. Est-ce que Kaidi était une ville principalement soninké ou c'est quoi le mélange? Non, c'est un mélange. Kaidi n'est pas principalement soninké. Ça a toujours la coexistence a toujours existé entre soninké, alpulaar et Maure, et même des Wolof. Parce qu'on est quand même sur la rive du fleuve Sénégal. Donc Kaidi est une ville très métissée. Donc, le rapport à l'époque, parce qu'on est en 60, enfin, vous avez dû être garçon dans les années de l'indépendance, c'est juste à oui, je suis né juste avant l'indépendance. Je suis né juste 3 mois avant l'indépendance. Je dirais que je suis né français, quoi. Voilà. Né tout juste français. Voilà, je suis né tout juste français, avant juste l'indépendance, voilà. Avant de faire des enfants français. Voilà. Mais les rapports à l'époque,
quand vous étiez jeune, là, quand vous avez 10-12 ans, les rapports entre les Maures et les Noirs, et les Maures, les Soninké, les Peuls à l'époque, c'était des bons rapports ou il y avait déjà des tensions parfois? Oui, je dirais que les rapports entre les Maures et la communauté arabo-berbère, d'une manière générale, ça n'a jamais été facile. Comme toute coexistence, il arrive qu'il y ait des crashs, qu'il y ait des mésententes, qu'il y ait des problèmes de coexistence, de cohabitation, pour la simple raison qu'il y a des gens qui sont éleveurs, d'autres sont agriculteurs, qu'il y ait des chameaux qui rentrent par-ci, qu'il y a d'autres qui veulent prendre nos terres, il y a d'autres qui veulent prendre même nos boutiques, etc., etc., ou des emplacements qui leur sont chers du fait de l'administration ou du fait d'une politique qui voulait coûte que coûte exclure une autre partie de la population. Les rapports n'ont pas été faciles, malgré que nous étions jeunes. C'est vrai, les rapports n'ont pas été faciles. Mais cela a été accentué au fil des années, Et nous l'avons eu, et moi personnellement, on en a pris conscience d'une manière très virulente et vigoureuse qu'en 79, lors de la circulaire 02. Malgré que les autres années, on en a de bribes idées en 66 où il y a eu des affrontements, on avait 6 ans. Donc, mais sentir... Autour de la question de la langue d'enseignement. Voilà, de l'arabisation, de la circulaire 02, c'est l'instruction de l'arabisation, l'inégalité même des chances vis-à-vis des concours et autres, quand on a un coefficient en arabe qui est plus élevé que les autres, ainsi de suite, qui permet à l'autre de mieux passer que l'autre. Donc ça a été une prise de conscience, en tout cas moi personnellement, la première fois où ça a permis mon engagement, depuis que je me suis battu en tout cas pour les droits, les libertés, la langue, la culture et autres, depuis cette date, j'ai compris qu'effectivement, parce que je commençais quand même à être adulte, parce que en 79, j'avais 19 ans. Donc, j'ai compris effectivement qu'il y avait un problème dans ce pays et que ce problème-là ne pouvait pas continuer. Donc, ça partait donc en s'aggravant jusqu'à l'arrivée, bien sûr, du colonel Oultaya. Je ne peux pas vous expliquer tout cela lors d'un entretien qui n'est que bref, du fait que vous connaissez déjà ce qui nous est arrivé. Non, on reviendra sur Oultaya. À l'époque, là, je parle de nouveau dans les années 60, le gouverneur à Kaïdi, c'était un noir, c'était un africain, c'était... Vous vous souvenez? Le gouverneur à Kaïdi. Comme une bêtise. Bon, à l'époque des faits, on pouvait sentir quelque chose d'extrêmement important. On pouvait dire que au niveau de l'administration territoriale, que les gens se relevaient et qu'il y avait toutes les composantes ethniques. Bon, mais majoritairement les gens, pour cerner ce pays-là, l'administration territoriale finalement n'était que de la seule communauté arabo-berbère. Ce qui veut dire que leur emprise sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du pays, a pris une ampleur quasiment inexplicable. Donc tous les gouverneurs qu'on a eu à voir, du fait de cette politique de vouloir s'accaparer du pays, de vouloir s'accaparer des terres, parce qu'il ne faut pas vous étonner que Kaïdi était une ville principalement agricole. On l'appelait le grenier de la Mauritanie. L'appellation de Kaïdi par le temps, même du temps de Mokhtar Dada, c'est de dire la 4e région était le grenier de la Mauritanie, parce que les gens s'adonnaient principalement à l'agriculture. Principalement l'activité première des habitants de Kaïdi, c'est l'agriculture. Du fait tout simplement qu'il y a le fleuve de l'autre côté, il y a le Wallo, il y a la riziculture actuellement, où les gens cultivent énormément. Donc,
l'administration territoriale, compte tenu de ses politiques d'exclusion, petit à petit s'installait et on ne voyait qu'une seule communauté gérer cela. Je suis persuadé. Au niveau de la police et au niveau de La police, tout a été. Au niveau de la police, de l'administration civile, tout a été. Bon, de toutes les façons, là où on voyait les négro-africains, d'habitude, c'est des rôles de second rôle. C'est des rôles très subalternes. D'où je vous disais tout à l'heure que ma prise de conscience est allée de manière croissante en voyant cela dans ma région, dans notre ville. Parce que je pensais qu'un tel individu originaire de telle ville, en étant gouverneur dans cette région, je suis persuadé qu'au lieu de faire du mal, tu feras du bien. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. On faisait de telle sorte qu'on renforce sa carapace au détriment des populations autochtones. Quand est-ce que tu as décidé de faire des études militaires et pourquoi? Bon, j'ai décidé de faire les études militaires juste après mon baccalauréat. J'ai eu mon bac en 82. Bon, j'ai doublé la terminale. La classe que j'ai doublée d'ailleurs, c'est celle-là. Bon, j'étais à Nouakchott. Bon, pour plusieurs raisons. Bon, plusieurs raisons pour la simple raison que je voyais le blocage qui se faisait dans l'administration pour les négro-africains, où il n'y avait pas possibilité de progresser, de s'épanouir, de faire ce qu'on veut. 82, je me disais... 82, juste pour situer, 82, c'est après la fin de la guerre du Sahara. C'est la fin de la guerre, ça. Je n'ai jamais fait la guerre du Sahara. C'est juste avant la fin de la guerre. Dans les voilà. chefs militaires à ce moment-là, comment il s'appelait le colonel Haïdallah. Voilà. Voilà, c'est lui qui a arrêté la guerre du Sahara le 5 août 1979. Oui. Donc, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y avait un blocage total pour les négro-africains dans l'administration. J'avais pensé justement ce que vous voulez dire, faire l'ENA pour être administrateur. Mais malheureusement, les concours de l'ENA, il fallait, en le faisant, à l'époque des faits, c'était vraiment pas possible. On pouvait admettre, par ses compétences intellectuelles, se revoir recalé. La seule chose que je voyais qui pouvait en tout cas nous permettre de s'épanouir, où il restait, je disais, il restait, entre guillemets, où il restait un peu de rigueur ou un peu de sérieux, je me disais que c'était l'armée. En faisant le concours de l'armée et en étant officier, et que là, qu'il y avait le mérite, qu'il y avait l'avancement par le grade, et que par le travail, que je pouvais devenir ce que je voulais à travers ce... Parce que tout simplement, j'avais vu que je voyais d'autres officiers négro-africains. Certes, la présence des militaires au pouvoir, certainement, a influencé mon choix, mais je voyais quand même le cadre militaire, le seul cadre qui pouvait permettre à un négro-africain à l'époque, au moins, de s'épanouir par le mérite. Donc j'avais choisi effectivement faire l'armée en faisant le concours. Un concours qui était d'ailleurs très sélectif, où je suis admis dès le premier coup parce qu'il a fallu qu'il fasse le concours 2 fois, faute de réussite. Donc je l'ai réussi au premier coup. Juste après notre baccalauréat, je l'ai réussi le concours. Donc il y a eu un autre concours qui a été organisé en septembre où d'autres gens nous ont rejoints. À l'issue de ce concours, en 82, on a été à l'EMIA pour une formation de 2 ans. C'est à l'issue de cela que j'ai d'abord servi un tout petit peu pour venir ici en France à l'école de cavalerie de Semur pour compléter ma formation d'officier. Donc en 86-87 que je suis venu ici en France pour compléter ma formation d'officier. Donc Mamadou Diagana n'a jamais été tenté par l'immigration. C'était jamais un... Non, la preuve en est qu'en 86-87 j'étais là avec tout le confort en ayant trouvé une sœur, des frères, des amis ici. J'aurais pu rester en restant immigré et j'avais toutes les possibilités, j'avais reçu toutes les propositions
qui était à ma portée, avec beaucoup de facilité. Et c'était des années fastes, des années qui étaient formidables, belles, mais je n'ai jamais été tenté de rester là. J'ai été tenté par une seule chose, c'est de retourner dans mon pays, servir mon pays, mettre mes compétences au profit de mon pays. Mais malheureusement, hélas, la volonté de Taya en a décidé autrement. D'accord. Donc... On regarde toujours à Taya. Ah ouais, toujours. On arrive toujours à tomber sur nos pieds, c'est normal, oui. Donc, en fait, mais c'est juste une chose qui m'a échappé. Tu es parti de Kaidi quand pour aller à Nouakchott? À Kaidi, de ma première, j'ai quitté en 80-81. J'ai fait ma première terminale en 80-81. Ensuite, 80-82, j'ai doublé. J'ai eu le baccalauréat. À Nouakchott. À Nouakchott. Ce qui veut dire que les Diagana, ils ont de la famille à Nouakchott? Non, beaucoup de familles à Nouakchott. Ah non, les Diagana... Vous savez, les Diagana se trouvent dans 3 pays principalement, ou 4. On peut les trouver en Mauritanie, on peut les trouver au Mali, on peut les trouver au Sénégal. Donc tu n'avais pas de problème pour t'installer à Nouakchott? Non. J'ai beaucoup plus de parents actuellement à Nouakchott qu'à Kaidi parce que vu les nouvelles générations, tout le monde, soit en étant même exclu par le système, tu essaies au moins de faire des petits boulots. Quand tu ouvres un cybernet ou une cabine téléphonique, tu vas vivre avec ta famille. Tu vas te dire, bon, je choisis la capitale parce que ça me ramène beaucoup plus d'argent que dans les villages. Donc, les capitales, vous savez, c'est la tentation de toutes les jeunes générations. Du fait que ça fait les frics, il y a le modernisme, il y a le tourisme, il y a beaucoup de choses. Donc, non, il y a de la famille un peu partout, si on peut le dire comme ça. D'accord. Donc, la vie à Nouakchott, la vie est belle, réussite pendant les études à l'armée, pas de problème particulier? Non, il n'y a pas de problème particulier à part réussite dans l'armée. Vous voulez dire les années que j'ai passées dans l'armée? Oui, c'est ça. Est-ce que votre idée que c'était pas l'Amérique? Non, je pense que je me suis lourdement trompé. Tout de suite, mes illusions se sont volatilisées parce que j'ai trouvé qu'en réalité que le système est partout pareil. Et que raconte-nous le système dans cette école de l'armée, par exemple. Comment est-ce que ça peut donner là? Bon, le système dans l'armée nationale, vous savez, c'est... Si je dis que le système est partout pareil, ce que c'est partout pareil, monsieur Michael, pour la simple raison que quand on sait qu'on est tous citoyens de ce pays et qu'on se trouve au sein de l'armée et qu'on revienne, la même chose que je vous disais au niveau de l'école secondaire, et qu'on revienne sur le problème de coefficient parce qu'on veut recaler, ou qu'on revienne sur une note d'aptitude. Par exemple, moi je suis commandant de brigade. Je vois M. Michael, je ne te note pas parce qu'une note d'aptitude, elle est absurde. Je veux dire, c'est abstrait. Est-ce que vous voyez? Et je veux vous noter parce que M. Michael est disponible, il est toujours à l'heure, il est discipliné, il est ceci. Je vous note sur un certain nombre de qualités. Une qualité en étant moi-même d'une moralité infaillible. Et vous êtes une trentaine dans la brigade. À votre avis, si je note un minable, qui est un dormeur, qui n'est jamais à l'heure, qui est indiscipliné, je le note, il est minable, soit parce qu'il est le fils d'un ministre, soit parce qu'il est issu de la famille du colonel Taya, je le note pour que cette note d'aptitude qui est une vraie aberration, elle est coefficient 30 par rapport à la culture générale qui est à 2 ou à 1, ou par rapport à la pédagogie qui est à 2 ou à 3, cette note d'aptitude abstraite qu'on me donne moi en tant que commandant de brigade, je me gonfle les poitrines, et que je donne pour léser, ou pour frapper, ou pour changer le classement, je crois que tout de suite mes illusions se sont volatilisées en disant, hélas, j'ai pas voulu aller faire le concours de l'ENA,
J'ai pas voulu aller faire l'avocat. J'ai pas voulu faire quoi que ce soit. J'ai cru que l'armée, c'était la discipline, c'était la compétence, c'était le mérite. Mais j'ai fini par dire que je me suis trompé. J'ai fini par dire que je me suis trompé parce que je trouvais que c'était le pire. Et que le mérite, ce n'était pas ça. C'était le clientélisme, c'était le racisme béant. Et je pense que pour l'avenir d'un pays, ce n'est pas une bonne chose. Il faut qu'une armée soit républicaine. Il faut qu'une armée, les enfants soient égaux et que le minimum de justice prévale. Le minimum de justice prévaut, pardon. Mais sinon, on ne peut pas construire une armée sur une base saine. Là, mes illusions se sont volatilisées bien sûr, aux arrestations arbitraires, jusqu'au problème d'avancement, jusqu'au problème de Ah oui, on arrive. Bon, Mais juste dis-moi, voilà, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une différence dans ces comportements discriminatoires, disons, avant et après Oultaya? Est-ce que tu as remarqué qu'en 84, la prise de pouvoir d'Oultaya, parce que tu étais déjà dans l'armée, bien sûr, bien sûr. est-ce que ça fait une différence? Nettement. Je peux dire que tous les pouvoirs qui se sont succédés, nous pouvons dire qu'il y a eu du racisme. Nous pouvons dire qu'il y avait des inégalités, qu'il y avait des injustices. Mais voir les inégalités aussi grandes, aussi béantes, aussi extravagantes, et c'est vraiment sous Taya. C'est vraiment sous Taya qu'on a connu ça, d'une manière aussi ouverte, d'une manière aussi agressive, d'une manière aussi violente. On n'a jamais connu cela. On a connu cela que sous Taya. Sincèrement, à dire la vérité. Ceci n'est pas pour dédouaner les autres. Parce que le racisme ou l'injustice, quel que soit son degré, il est à condamner. Mais sous Taya, ce que nous avons connu est grandiose. Parce que moi, je suis sorti sous-lieutenant en 84. Arrivé dans les unités, j'ai compris ce que ça valait. Mais Oultaya, au moment de prendre le pouvoir, disait qu'il était pour une transformation démocratique du pays. Ils disent tout ça. Notamment en Afrique, ils disent tout ça. Même ceux qui viennent d'arriver, ils disent ça. Mais où va-t-on après? Je pense qu'il faut qu'on distingue deux choses. Ce qui est fait pour la consommation internationale, ce qui est fait pour avoir du crédit vis-à-vis des bailleurs de fonds, vis-à-vis de la communauté internationale, est à différencier avec la réalité. Vous savez, il est très difficile de laisser son manteau, le treillis, et de se transformer tout de suite en démocrate. En démocratie, on est soit démocrate, soit on ne l'est pas. Mais on ne peut pas se muer tout d'un coup en voulant porter le chapeau d'un démocrate quand on ne l'a pas. Ceux qui le font d'une manière aussi habile dans nos sociétés actuellement, c'est bien sûr pour des raisons que vous connaissez, des raisons purement économiques, des raisons purement de profit. Je pense qu'on s'achemine souvent cela dans nos démocraties en Afrique, notamment en Mauritanie, en faisant de belles déclarations, de belles intentions. Si cela devrait être le cas, nous voyons aujourd'hui que les injustices sont béantes. Un pouvoir démocratiquement ou qui veut régler la démocratie en Mauritanie, une fois qu'elle est en place, celle d'avant ou celle d'après, les injustices sont là. On parle des déportations, on parle du passif humanitaire et on parle de l'esclavage. Je suis persuadé que n'importe quel gouvernement qui arriverait, qui prendrait des mesures aussi fortes, sera salué par la communauté internationale et aidé dans sa démarche pour que l'on puisse sortir de ces crises qui, en tout cas, ont fait trop de mal à des communautés entières. Mais l'esclavage, c'est un problème qui est en Mauritanie depuis longtemps. Oui, mais ce qui n'est... Y compris à Kaïdi, c'était un phénomène. Oui, j'en ai parlé au début de mon intervention en disant que je n'ai même pas beaucoup aimé parce que parler de moi suppose à parler de ma famille. Et parler de ma famille
suppose peut-être pour ceux qui nous écoutent vouloir parler de la noblesse ou autre, alors que tel ne sera jamais de mes idées parce que je combats cela. Parce que le problème de l'esclavage, je le combat de toutes mes énergies. Je pense que c'est une connerie humaine. Donc, le problème de l'esclavage, s'il est vieux comme le monde, parce qu'aujourd'hui, on peut parler de l'esclavage dans tous les sens, même moderne aussi, au niveau occidental, parce qu'on assiste à cela aujourd'hui, même au niveau de l'Occident, l'esclavage moderne, où on a des gens qui travaillent nuit et jour et qui sont mal rémunérés, mais en Afrique, c'est autre chose. C'est autre chose, on ne parle même pas de rémunération. Mais là où je veux en venir, si vous me parlez de l'esclavage vieux comme le monde, mais les déportations sont quand même récentes. Les tueries extrajudiciaires sont quand même récentes. Si on est de bonne volonté et qu'on parle de démocratie, je pense que, et qu'on parle de justice, le minimum de choses à faire, c'est d'abord de rétablir la vérité sur ces questions-là. En ce moment, on pourra rebondir demain ou après-demain sur autre chose. Est-ce que vous voyez la question de l'esclavage, même si qu'elle dure pendant des siècles et des siècles, on pouvait y apporter des remèdes. Et avec la volonté politique, on peut engager des procédures, on peut engager des textes qui régissent un peu, qui régissent aujourd'hui cette pratique. Mais si on voit que l'impunité continue et que ces pratiques continuent et perdurent dans notre société, il y a des questions à se poser. Et il y a des questions à se poser aussi si on veut vraiment la justice et la démocratie. Ok, parlons maintenant des événements. Là. Donc en 86, c'est la déclaration des 19. Le manifeste des Négro-Mauritaniens opprimés. Avec une première vague de répression après cela. Voilà, en septembre 86. Toi, tu étais touché là-dedans ou pas? Septembre 86. Juste à l'apparition du manifeste des Négro-Mauritaniens, je quittais la Mauritanie le 9 septembre 86 pour venir en stage à l'école de cavalerie de Semur. Le 9 septembre. C'est vrai que quelques-uns de mes amis officiers, là où même je dormais, quelques-uns avaient été perquisitionnés. Où il y a un monsieur qu'on cherchait, qui était civil, qu'on cherchait, qu'on n'a pas trouvé, qui dormait avec nous, qui avait fui, qui se trouve actuellement en Côte d'Ivoire. Donc, je n'ai pas été inquiété. J'étais officier. J'étais déjà en France. Et d'autant plus que je n'en étais pas l'auteur de ce manifeste-là. Nous étions comme tous les Négro-Mauritaniens. Tout document qui sortait, naturellement, nous le lisions. Parce que notre sort nous inquiétait. C'est naturel. Mais cela ne veut pas dire qu'à l'époque des faits, j'étais régi par le devoir de réserve. Je ne pouvais en aucun cas m'engager à l'époque des faits dans une quelconque démarche, ni dans une telle politique. Donc tu as fait ta formation ici en France? Oui. Après je suis rentré. Tu étais ici combien de temps? Oui, je suis rentré très exactement en août 87. Juste 2 mois après, ou 3 mois après, on a été arrêté pour un coup d'État. Oui, il y a eu la tentative de coup d'État. On a été arrêté en tout cas pour un pseudo-coup d'État en 87. D'ailleurs, c'était une intention de coup d'État apparemment, non? En tout cas, jusqu'à preuve de contraire, on n'est pas arrivé à démontrer la moindre exécution. On n'est pas arrivé à démontrer matériellement, en tout cas, l'exécution de ce coup d'État. Il n'y a pas eu un début d'exécution de ce coup d'État en 87. Moi-même, j'avais été arrêté avec mon ami Dia Ousmane, qui est actuellement en France avec moi, avec qui d'ailleurs je porte plainte contre le capitaine mauritanien Eli Oudla. Donc nous avions été arrêtés ensemble au moment où on était au commandement du groupement blindé de l'armée nationale à Vderik, à la 2e région militaire, non loin de Zouerat, là où il y a les minerais de fer à Zouerat, j'espère que vous le connaissez. Donc nous avons été arrêtés, manu militari, encore, de manière lâche, incorrecte, inhumaine. Amené. Quoi, ça veut dire dans vos baraques? Oui, arrêter d'abord, ne sachant pas de quoi on te reproche,
en tant qu'officier, en n'ayant pas signé un compte rendu de punition, c'est en dehors de toute réglementation militaire. Mais raconte-nous comment ça s'est passé alors. Ça s'est passé, ce qu'on vient, on vous dit que on vous convoque chez le commandant de région, on vous dit que bon, Nouakchott, on a reçu les instructions de Nouakchott de vous arrêter. Bon, on a reçu les instructions de vous arrêter, bon voilà, on vous met dans une chambre isolée, où des soldats que vous avez eu l'habitude de commander, et vous êtes à leur merci. Dans un premier temps, avant même d'arriver à Nouakchott, avant même d'être entendu, vous qui êtes officier, vous êtes à la merci de vos hommes que vous avez eu à commander, sans savoir de quoi on vous reproche, sans avoir signé une punition, où on vous sert à manger comme un chien. Je dis bien comme un chien. De là déjà, la maltraitance commence. On vous prend par un officier moins gradé que vous, ce qui n'est pas correct dans la hiérarchie militaire. Vous savez, dans l'armée, il y a une certaine déontologie, il y a une certaine pratique, il y a un règlement, il y a une discipline. Quand on la respecte, elle est belle. Elle ne regarde même pas la couleur de la peau, si je vous commande, c'est ceci, si je vous ceci, c'est cela, etc. Il y a des règles. On commence d'abord par vous arrêter par un officier moins ancien que vous. Voilà, qui vient, qui à travers sa parole déjà vous agresse, verbalement. Qui veut tout simplement montrer qu'aujourd'hui, vous étiez lieutenant de galon. Oui, moi je suis sous-lieutenant aujourd'hui, c'est moi qui vous commande aujourd'hui. C'est quand même une aberration. D'abord, on te fait escorter par un sous-lieutenant. Ça ne devrait pas être le cas. C'était un officier normalement beaucoup plus ancien que vous, qui devrait vous arrêter, qui vous amène, et puis qui vous met dans une voiture ou qui vous met dans l'avion, qui vous amène à Nouakchott, et qu'on vous entende sur ce que vous avez fait ou sur ce que vous n'avez pas, avant d'ailleurs de se précipiter, de vous amener dans des ateliers de torture. Si c'était une armée respectueuse des principes, déjà la torture, c'est pas que je légitime la torture, c'est pour vous dire tout simplement déjà le début de la chose, comment ça se passe. Alors, vous voyez, du début jusqu'à la fin, rien n'est respecté, qu'on vous amène ensuite à Nouakchott, qu'on vous amène tout de suite à Jreida. Comme d'habitude, j'ai la malchance avec Jreida, malheureusement, une ou deux fois. La première fois, c'est à Jreida et la deuxième fois, c'est à Jreida, qu'on vous amène là-bas. Et qu'on vous soumette, d'abord les menottés. Vous voyez souvent les traces des menottes, en tout cas, il n'en manque pas sur mes bras, parce que serrés, d'abord, jusqu'à ce que vous saignez. Et qu'on vous présente devant des commissions d'enquête qui d'ailleurs en réalité n'ont que des comptes rendus préfabriqués parce qu'ils ne vous écoutent pas. Ils ne vous écoutent pas. Pour eux, vous voulez faire un coup d'État, alors on va vous tuer. On a reçu les instructions de vous tuer, on a reçu les instructions de vous maltraiter. Vous allez parler, vous allez dire ce que vous voulez faire, ou bien on vous tue. Est-ce que vous voyez? Vous êtes flammiste, vous êtes ceci. Il y a eu le manifeste, vous l'avez signalé dans votre truc. Mais on n'a rien à voir avec le manifeste des négro-mauritaniens opprimés. Nous sommes des officiers, nous étions liés avec le devoir de réserve en étant des officiers. Donc, que l'on vous torture, que l'on vous dise, il faut absolument écrire que vous étiez en train de faire un coup d'État, il faut absolument écrire que vous êtes du mouvement des flammes, c'est une aberration. C'est une aberration. Et d'autant plus pour mon cas. Vous voyez, j'ai explicité quelque chose de très important. Comment, en un an, de 86 à 87, j'ai passé mon temps à l'école de cavalerie de Semur. Et en 3 mois, août, septembre, octobre, que je puisse m'embarquer dans un coup d'État. Comment j'ai pu préparer ce coup d'État avec les amis que je n'ai pas vus, quelques-uns que je n'ai même pas vus encore. Comment j'ai pu, en tout cas, faire un coup d'État, des va-et-vient de l'Est à l'Ouest, de Nord au Sud, à m'entretenir avec tout ce monde-là, faire un coup d'État, être arrêté, être torturé, être maltraité, jusqu'à tel point. Comment, si j'ai eu à faire ce coup d'État, c'est peut-être à partir de la France. Avec qui? Donc, c'était illogique. D'où
quand je vous cite la période de Taya, j'en reviendrai toujours, je dis que tout est fait avec beaucoup de fiction. Quand on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse souvent de rage. Telle était la méthode de Taya. Et pour nous, jeunes officiers qu'on était, il fallait qu'on trouve cet alibi-là. Il fallait qu'on trouve des motifs de nous prendre à chaque fois, de créer à chaque fois quelque chose pour nous torturer, pour nous tuer, nous tuer tout simplement et nous virer de l'armée. Voilà ce qui se passe aujourd'hui, qu'on a une armée purement ethnique, où on ne voit pas de négro-africains, parce que notre génération n'y est pas. Celles qui sont antérieures à nous ne sont pas là. Et pour les futilités, parce qu'on s'est débarrassé de ce monde-là, on a fait de ce qu'on voulait. Et on a créé des situations qui n'ont jamais existé. Imaginons même que le coup de 87 a existé, monsieur Michael. Est-ce quelque chose même? Est-ce en tort quand on est opprimé? Est-ce en tort? Est-ce en tort, d'autant plus que Taya est venu par la même méthode. Et imaginons qu'il existe, et qu'il a existé, et que les gens voulaient une révolution de part. Pourquoi une telle animosité? Pourquoi une telle brutalité vis-à-vis de toute une communauté? Pourquoi cet amalgame? Pourquoi s'en est suivi les déportations massives de population vers le Sénégal et le Mali? En tout cas, je pense que, si vous voulez, on passera des heures et des heures sur cette question. Non, mais juste essayons de clarifier. 87, tu as été arrêté, vous avez dit en septembre? Oui, en octobre. En octobre. En octobre. Donc, vous avez passé devant un tribunal? Vous étiez absolument pas, parce qu'il y avait deux catégories d'individus. Parce qu'il y a 3 personnes qui ont été exécutées après. Oui, il y a 3, c'est Bas Saïdou, Sarah Amadou et Si Saïdou, qui ont été exécutés très exactement le 6 décembre 87. D'ailleurs, vous avez l'habitude de voir sur notre site internet, à chaque date anniversaire où on envoie des messages, etc. On avait même l'habitude de faire des manifs pour se souvenir de ces martyrs, mais à force d'en faire le 27 novembre, on ne peut pas en faire encore le 6 décembre. Oui, c'est un peu... Voilà, c'est trop proche. Donc, mais par le passé, ça fait plus de 10-12 ans, depuis l'heure qu'on est là, en tout cas, on avait l'habitude de le faire. Donc, si je reviens à votre question, vous m'avez posé comme question non, que c'est le procès. Le procès, voilà. Que vous avez été arrêté en octobre. Voilà, j'ai perdu le fil. Il y avait le procès des autres, en tout cas, voilà, des gens qui étaient accusés d'être la tête du coup d'État. Voilà. Mais vous, là-dedans, quel était le cheminement? Je précise, effectivement, j'avais perdu le fil de mes idées. Je reviens sur cette question en disant qu'il y avait 2 catégories. Par exemple, moi, je me suis retrouvé avec les Bassaïdi dans les mêmes cellules. Mais dans l'enquête, il y a eu pratiquement 2 catégories. Des gens qui avaient été condamnés, des gens qu'on a voulu juger, et des gens qui ont été blanchis, à qui on n'a pas trouvé de preuves. À qui on n'a pas trouvé. Moi, je me trouvais dans cette 2e catégorie d'individus à qui on n'avait pas trouvé de preuves parce que après la commission d'enquête du bureau de renseignement, nous avons eu les gendarmes où on nous a un peu enlevé les menottes, où on a pu parler aux gendarmes. Dans cette période où on n'était pas torturé. Vous étiez toujours à Nouakchott? Oui, c'est toujours Jreida. Les enquêtes, c'était toujours à Jreida. Oui. L'ensemble du monde qu'ils ont eu à juger ou qu'ils ont eu à blanchir sont tous passés par Jreida, aux ateliers de torture. Et devant... Jreida, c'est une grande caserne? C'est une grande caserne située au nord, à 30 km au nord de Nouakchott. C'est une caserne au bord de la mer, dans le désert mauritanien, la partie désertique dans le nord, située au bord de la Méditerranée, de la mer. Voilà. Donc, 2 catégories d'individus. Moi, me trouvant dans la catégorie des gens blanchis, pour la simple raison que lorsque les gendarmes étaient venus pour reprendre l'enquête, nous avons eu en ce moment à dire la vérité. Moi, personnellement, pour mon cas individuel, à confirmer que moi, j'étais en stage. Je viens d'arriver. La seule chose du mois d'octobre qui m'a ramené ici,
à Nouakchott. D'ailleurs, pendant que j'étais à la deuxième région, c'est que je suis venu avec une voiture 504 à l'époque, parce que les 504 étaient les voitures africaines, où je voulais vendre, parce que je suis muté dans le désert. Je n'ai pas besoin d'une 504 là-bas, qui va se détériorer. Je pensais être muté dans la capitale, comme muté à la capitale pendant que j'étais venu, mais dans la politique de Wultaya, tous les jeunes officiers, surtout des négro-africains, il fallait les éloigner à la capitale. Mon rêve s'est volatilisé, j'ai vendu la voiture, je suis parti à mon lieu d'affectation. Donc je ne pouvais pas assister à un coup d'État, je ne suis pas parmi les gens qui voulaient en tout cas fomenter ce coup d'État. Dans tous mes témoignages, j'ai réfuté en tout cas l'argument. J'ai même mes confrontations avec différents officiers, j'ai eu à réfuter en tout cas cette argumentation comme quoi que j'ai voulu en tout cas participer à un coup d'État quelconque. Donc, bon nombre de gens, c'est comme ça qu'on a pu mettre de côté parce qu'ils n'ont pas la moindre preuve qu'ils appartenaient à un coup d'État. Bon, il y a eu d'autres, tels que Bassaïdou qu'on a existé, Sarr, Si, qui étaient nos amis, officiers, qui étaient à la capitale, qui effectivement étaient aigris par ce problème négro-mauritanien, notamment le problème des avancements des négro-mauritaniens dans l'armée, notamment. Il vaut mieux qu'on fasse une petite pause s'il doit faire ça. Parce que... Oui, oui. On va entendre. Attends 2 secondes. Je vais vous rappeler là où vous étiez. Mais là, il fait pas. Ça a l'air d'aller. Donc, des gens un peu aigris. Oui, je disais qu'effectivement, nos amis, parmi nos amis, qui ont avoué en tout cas cette détermination, pourquoi pas d'en venir par un coup d'État, si toutefois la situation ne changeait pas. On a pu leur reprocher cette intention-là, cette intention de vouloir changer, cette intention de vouloir que la Mauritanie, que la justice revienne en Mauritanie, que l'égalité revienne en Mauritanie. Alors pour ces gens, il fallait les juger, selon leurs souhaits. Et juger, il fallait un jugement. C'est une parodie de justice, un tribunal militaire, où les gens n'avaient pas les moyens de se défendre, où les gens ont été scindés encore en plusieurs, les 3 exécutions, plus des travaux à perpétuation pour quelques-uns, 5 ans pour quelques-uns, y compris l'ami que vous avez cité tout à l'heure, figuré parmi le groupe. Donc, voilà comment on a été scindés. Quelques-uns sont partis condamnés à mort le 6 décembre. Quelques-uns ont été dans le mouroir de Walata, dont il y a eu des morts. Nous autres, quelques-uns d'entre nous ont regagné l'armée. Quelques-uns d'entre nous ont été tout simplement virés. Mais regagner l'armée, ce n'était pas regagner l'armée. Parce que dès lors, on était dans le collimateur. Dès lors, on était surveillé. Dès lors, on était muté dans des postes de second rôle. Dès lors, on n'avait aucun commandement. Dès lors, tu commandes des hommes, mais tu n'as pas de munitions. Dès lors, on te donne des missions impossibles. Dès lors, le frère du colonel peut te dire merde. Dès lors que... Donc, ce n'était pas vraiment un commandement de la part d'un officier. C'était ce qu'on appelle une autre exclusion. C'est un autre calvaire que nous avons vécu, où on se sentait des officiers diminués. Et c'était à partir de quand ça vous avez parce qu'on est en réalité en 87 après l'arrestation, je pense qu'on a mis que 2 mois en prison. Après on est revenu à la 2e région militaire. C'est-à-dire à la fin décembre quoi. Oui, à la fin décembre, on était déjà à la 2e région militaire. Mais lorsqu'on est venu d'ailleurs à la 2e région militaire, encore, faut-il, c'est carrément une semi-prison. Parce qu'il fallait dormir dans les casernes pendant encore 1 à 2 mois, tout simplement qu'on a créé ce qu'on appelait une alerte générale, comme quoi que le quartier est consigné. Vous savez que dans l'armée, c'est facile de consigner le quartier. Est-ce que vous voyez? On dit que c'est les ordres de Nouakchott et que le quartier est consigné.
Donc il fallait encore vivre cette période de séparation avec le monde, obligé de dormir dans la caserne. Le matin, vous êtes dans la caserne en train du matin jusqu'au soir, en train de travailler, en train d'instruire, en train de s'occuper de ton matériel, en train de triquer, de faire ce qu'il y a lieu de faire, en tout cas sur le plan professionnel. Et le soir, il faut y dormir, avec l'alimentation, avec ce que ça vaut. C'est une seconde prison. Donc, c'était pour dire que ça a été difficile. Donc, ça a été très difficile. Nos amis sont assassinés. Ces officiers avec qui nous avons beaucoup de respect. Ces officiers avec qui nous avons partagé des choses quand même, qui sont assassinés. D'autres qui vont aller dans les mouroirs tels que Walata. Nous autres qui restons dans l'armée sans commandement, sans nos droits, souvent humiliés par des commandants de région ou des officiers qui nous sont très proches. Je pense que nous avons enduré beaucoup de choses. Vous aviez 26, 27 ans à l'époque, vous étiez déjà marié ou pas? Non, je ne me suis marié qu'après nos événements. Et malgré cela, c'est pendant que j'étais réfugié politique, je ne pouvais pas retourner chez moi. Il a fallu que j'aille au Sénégal pour rencontrer mon épouse et célébrer notre mariage en 1994. Donc vous voyez que pendant que j'étais jeune, avec toute mon ardeur, j'ai voulu servir mon pays, donner le meilleur de moi-même, vraiment. Et comment je n'étais pas marié. A eu des nouvelles pendant cette période? J'espère que vous avez suivi le procès de Nîmes. Si vous avez suivi le procès de Nîmes, il y avait un individu, un adjudant qui s'appelait Cherfal. Cherfal, ce qu'on peut appeler à l'époque où on tuait les Juifs, ici l'époque du nazisme, Cherfal, on peut le comparer à quelques Français qui cachaient les Juifs qu'on appelait les justes. Cherfal, on peut dire que c'était un homme juste. Cet adjudant de l'armée nationale, pendant qu'on amenait les gens comme des boîtes de sardines, qu'on torturait les gens, qu'on tapait, des pleurs toutes les nuits, des blessés, des morts, des gens qu'on enterrait dans le désert, etc. Il a eu le réflexe tout simplement, quelquefois, je ne pense même pas que... Bon, il l'a dit lui-même, donc on peut le lire. Il a eu le réflexe de rassurer les familles. Quand il descendait le soir, de rassurer les familles en disant aux frères de Diagana, Diagana est en vie, ne vous inquiétez pas. Dia est en vie, ne vous inquiétez pas. Hamadi est en vie, Samba est en vie, Khalidou est en vie, tel est en vie, ne vous inquiétez pas. Lui, que le pouvoir prenait comme étant de son côté, il voyait tout ce qui se passait, juste comme par hasard, il a encaissé. Et même pour manger, quelquefois, c'était cet individu qui nous amenait des biscuits parce qu'on mettait du sable sur notre bouffe. On ne pouvait pas manger. Des coquillages sur nos bouffes. On ne pouvait pas manger. C'était extraordinaire. C'était émouvant. On mourait de faim. Quelques ans après les tortures, après les blessures, vous n'avez pas de soins. En plus, vous ne mangez pas. C'était extrêmement grave de la part des tortionnaires zélés. Heureusement qu'on en a reçu un exemple de justice quand même à Nîmes, qui nous réconforte. Mais ce n'est pas tout, ce n'est qu'un maillon. Ce n'est pas tout. Il reste beaucoup à faire. Si on pense à tout cela, il reste beaucoup à faire. Mais grâce à cet individu, je reviendrai à cet individu parce qu'il est le plus important, parce que s'il y a quelqu'un à remercier, cet individu qui, grâce à cet individu, en ayant vu ce qu'il y a à faire, en nous donnant à manger, en nous amenant des gâteaux, clandestinement, quelquefois, pendant qu'on était dans des périodes plus difficiles, comme par hasard, il a eu la chance de venir en stage en France, en tant que moniteur de sport, parce qu'il était dans l'équipe nationale, c'était un sportif. Dès sa première venue, ce qu'il a voulu faire, c'est d'abord d'alerter Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme,
les journalistes sur le massacre de ces camps de Jreida dans lesquels ils venaient. C'est pourquoi je dis qu'il faut l'appeler le juste, pas dans le sens péjoratif du nazisme ou autre chose, mais il faut positiver sur ce mot juste. C'est injuste, parce qu'il a sauvé une vie. Ça, c'est un aspect de la cause, en tout cas de notre survie aujourd'hui. L'autre aspect, c'est surtout la conjoncture internationale, parce que Taya était le seul soutien à Saddam Hussein, isolé sur le plan international par son soutien qu'il avait fait à Saddam Hussein, parce que c'était le seul soutien à Saddam Hussein, parce que lui-même, c'était un fils spirituel de Saddam Hussein. Donc, isolé sur le plan international, et que Saddam Hussein, la communauté internationale venait de lui donner une bonne leçon, il fallait qu'il sorte un peu de cet isolement, en annonçant la démocratisation et en parlant d'une pseudo-amnistie, parce que tout simplement l'opinion nationale et intérieure a commencé à bouger, et d'où l'idée de la boule, de démocratisation. Il a saisi cet envolé-là pour faire ce qu'on appelle la pseudo-démocratie, de vouloir faire croire aux gens qu'il a pris le manteau d'un démocrate et de nous amener là où il nous a amenés, là où nous en sommes jusqu'à aujourd'hui, hein, avec toujours le même tâtonnement. Donc, si nous sommes en vie, il faudrait que l'on remercie ce garçon, Cherfal. Et il l'a démontré lors du procès de Nîmes, en acceptant encore de venir témoigner avec la force de vigueur, avec cette volonté d'unité nationale, en disant plus jamais ça dans mon pays, plus jamais ça. Ce que j'ai vécu, plus jamais ça, parce que c'est inhumain. Il ne pouvait pas supporter de voir ses propres amis qu'on torturait, qu'on tuait pour du fait de la différence de la couleur de la peau, ou du fait même des opinions différentes. On peut être différent sur le plan idéologique et ne pas s'entretuer. Je pense que c'est extrêmement important. Pour cela, Taya a fait du mal. Ok, on arrête là parce qu'on est à la fin de... Ouais, ben on fait notre thé.